Bonsoir à tous et bienvenue dans les jeudis de la formation. Entendre et parler, deux fonctions indispensables que la médecine ne traite pas toujours très bien. Alors vous allez sans doute pas être d'accord probablement sur cette affirmation. Et pourtant, combien de vos patients sont appareillés à temps? Et avouez que les troubles de la voix vous laissent souvent désarmés. Alors pour traiter de ces deux sujets, nous avons invité un habitué de cette émission, Yves Ormezzano est ORL à Paris et auteur d'un ouvrage qui fait toujours référence, Le Guide de la voix aux éditions Odile Jacob. Alors je dirais qu'il traite des problèmes d'audition par devoir et ceux de la voix par plaisir. Mais nous parlons aujourd'hui de ces deux sujets, de l'utilité de demander un avis spécialisé. À mes côtés, le co-présentateur de cette émission, vous connaissez bien désormais, le docteur Nicolas Leblanc, médecin de santé publique chez Vive. Bonsoir Nicolas, un mot sur le sujet? Bonsoir Jean-François, écoutez, un sujet passionnant, les médecins ne sont pas forcément très connaisseurs de ces traitements de la voix et de l'audition, donc parfois passer sous silence un peu ou rapidement dans nos études. Pas beaucoup parlé dans nos études. Hein. Non, pas trop, pas suffisamment peut-être. Pas assez, on va dire. Allez, bonjour Yves. Bonsoir. D'accord avec mon jugement de valeur sur vos goûts médicaux? Ah oui, moi la voix ça me passionne et puis l'audition, faut quand même bien s'en occuper. Il faut bien gagner sa vie, on va commencer par ça justement. Mais la voix ça permet aussi de gagner sa vie. Ouais. Alors l'audition, on disait avec Nicolas qu'on n'en parlait pas vraiment beaucoup pendant nos études, la voix et les auditions. C'est le drame des gens qui n'entendent pas très bien, c'est que ça ne se voit pas. L'aveugle on voit qu'il ne voit pas bien, le sourd... on se fiche de sa tête parce qu'il a compris de travers. Et la presbyacousie, c'est aussi fréquent que la presbytie? C'est comme si vous me disiez, est-ce que c'est aussi fréquent de mal marcher parce qu'on vieillit? Oui, on marche moins bien, donc c'est sûr qu'on entend moins bien. Et c'est inéluctable? C'est quasi inéluctable. Tout le monde concerné un jour à l'autre? Tout le monde est concerné, plus ou moins vite. Ouais. Mais tout le monde l'est. Une différence entre les hommes et les femmes? Pas vraiment, non. Sauf que les hommes sont peut-être moins prudents avec leurs oreilles dans certaines circonstances. Des chasseurs et des gens qui écoutent de la musique un peu fort, mais sans plus. Une part génétique ou familiale? Il y a des familles où on entend moins bien et des familles où on entend bien. Et quels sont les facteurs aggravants? La musique, certains métiers, vous les avez évoqués? Alors, ça ne sera pas sur la presbyacousie, mais c'est certain que ça va favoriser. Mais c'est évident que écouter de la musique, même du petit Mozart à 120 décibels dans les oreilles, ça abîme les oreilles. Faire du bricolage de façon régulière, répétée, sans se protéger les oreilles, c'est pas bien. Et les pathologies, il y en a des aggravantes sur lesquelles il faut avoir des vigilances particulières? Il y a des fragilités. Le diabète, par exemple? Le diabète, ça n'arrange pas les choses. Des problèmes vasculaires, certainement. Ça, c'est certain. À quel âge le médecin de famille doit penser à cela pour ses patients? Quand les gens partent à la retraite. Au moment où on fait tous le grand check-up avant de s'arrêter, par exemple. Ouais. Et quels sont les signes évocateurs sur lesquels les médecins doivent être particulièrement vigilants à l'interrogatoire ou, Alors, quand la personne vous dit, non pas je n'entends pas, mais qu'est-ce que les gens articulent mal? Ou je n'ai rien compris? Ou ils jargonnent? Parce qu'en fait, la presbyacousie, c'est-à-dire la pathologie la plus fréquente de la perte de l'audition, c'est une perte sur les aigus. Les aigus, ça ne sert pas à entendre, ça sert à comprendre. Donc les personnes âgées qui disent les jeunes n'articulent pas, non. Qu'elles n'entendent plus l'articulation des jeunes. Des aigus, et c'est au médecin généraliste de le faire, ce dépistage-là? Oui, bien sûr. Et il y a des appareils particuliers? Alors, non, l'appareillage, le test proprement parlé, l'audiogramme, tester l'audition, ça c'est plus du ressort quand même de l'ORL. Ce que peut faire en revanche le médecin généraliste, c'est de poser la question toute simple. Et quand vous êtes dans un repas de famille, comment ça se passe? Quand vous êtes au marché, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous ne confondez pas 6 et 10 par exemple? Voilà. Ouais. Mais ça se termine toujours chez vous, c'est-à-dire qu'il ne peut pas commencer un traitement, parler d'audioprothèse à son patient sans passer par la case normalement, ORL. Et je pense que pour une fois la réglementation est bien faite. L'examen ORL est indispensable avant de finir chez l'audioprothésiste. Pourtant, vous êtes quand même de ceux qui disent que vous récupérez les gens trop tard, donc ce dépistage, il n'est pas forcément bien fait par nos confrères. Oui, mais est-ce que la faute est incombe forcément au médecin généraliste? Pas forcément. Je pense que le plus grand frein, par exemple, vis-à-vis de l'appareillage, c'est le patient. Oui, enfin, pendant très longtemps on disait ça, mais je trouve que sur toutes nos chaînes de télé fleurissent des pubs pour les audioprothésistes. Il n'y en a jamais eu autant, avec des acteurs célèbres. Ça veut dire qu'il y a une demande. Moi, je dirais parce qu'il y a un marché.
Oui, ben, il y a surtout un marché. S'il y a un marché, c'est qu'il y a une demande. Certainement, oui. Les gens finissent par être un peu intelligents, à se rendre compte que c'est important de bien entendre. Et est-ce qu'on verra, comme pour la lunette, une acceptation sociale de l'image de quelqu'un avec des audioprothèses? Je pense que dans nos pays latins, les choses changent. Alors, aux États-Unis, c'est très amusant, parce qu'aux États-Unis, c'est le contraire. Quand on annonce à un Américain qu'il faut se faire appareiller, la première réaction, c'est chic, je vais entendre. La réaction dans nos pays latins, c'est « Ah, je suis sourd ». Vous vous souvenez l'exemple de Jacques Chirac qui refusait de se faire appareiller? Absolument, alors que quand Reagan a eu besoin... Il n'a pas aidé, alors que Reagan, lui... Reagan, c'est tout le contraire. Communiqué de presse de la Maison-Blanche pour dire « le président s'est fait appareiller ». Est-ce qu'on peut considérer que c'est une maladie de la communication, finalement? Bien sûr. Bien sûr, la communication interhumaine, elle est sonore. Donc c'est à la fois derrière la voix et l'audition. Vous m'avez toujours dit qu'il fallait consulter le plus vite possible parce que plus on agit tôt, meilleurs seront les résultats. Alors ça, c'est évident. Il y a de nombreuses méta-analyses qui sortent, qui montrent, par exemple, que toute chose égale par ailleurs, toute pathologie du diabète avec toutes les neuropathies du diabète, vasculaire, etc. Donc, toute chose égale par ailleurs, il y a moins de démence chez les personnes appareillées que chez les personnes non appareillées. Parce que le cerveau, c'est le contraire de la pile fondaire. Ça s'use si on ne s'en sert pas. Alors vous allez conseiller très vite l'accès à un audioprothésiste, et si oui, quels sont vos critères diagnostiques pour dire on faut appareiller? On considère que quand, sur ce qu'on appelle l'audiométrie vocale, c'est-à-dire quand on teste des mots aux gens sans lecture labiale, si en gros on a une perte au-delà de 30%, c'est-à-dire si on comprend moins de 3 mots sur 10, l'appareillage est nécessaire. Et c'est vous qui orientez vers un audioprothésiste ou c'est au choix du patient, ou vous avez des réseaux qui se constituent en fonction de certains critères? Soyons honnêtes, c'est comme pour les lunettes. On propose quand même d'abord l'audioprothésiste qui est à côté de chez eux. C'est important parce que ces gens vont finir par vieillir. Je pense que c'est important d'aller à côté de chez soi. Mais pour autant, il faut quelqu'un de compétent parce que l'appareillage, c'est du sur-mesure, c'est pas du prêt-à-porter. Est-ce qu'il faut une ordonnance pour aller chez l'audioprothésiste? Absolument, il faut une ordonnance pour se faire rembourser l'appareillage par la Sécurité sociale. L'audioprothésiste ne devrait pas appareiller quelqu'un en première intention sans qu'il soit passé chez un ORL. Oui, c'est un ORL, donc c'est un généraliste. En première intention, oui, absolument. Alors, de quelles armes dispose l'audioprothésiste? C'est ce que nous sommes allés voir chez l'un d'entre eux. Nicolas Sadoc est audioprothésiste à Paris. Alors, on va regarder votre conduit auditif. Un problème d'audition? L'audioprothésiste Nicolas Sadoc accueille des patients de tout âge dans son cabinet au cœur de Paris. Même si c'est tout petit, vous levez la main. On y va. Alors il y a toute une première phase qui consiste effectivement à mesurer l'audition sur le plan quantitatif, c'est-à-dire l'audiogramme, pour savoir quelle est l'intensité minimum requise pour percevoir chaque son et pour chaque oreille. Ensuite, il existe des tests vocaux où on demande aux adultes, par exemple, de répéter ce qu'ils ont compris. Et là, on va analyser plus sur l'aspect qualitatif et les confusions phonétiques. Sommeil. Sommeil. Cerceau. Cerceau. Buffet. Buffet. Rôti. Autiste. Rôti. Rôti. Rôti, ah bon. Une mesure qui ne peut se faire sans celle de la résonance à l'intérieur même de l'oreille. On vient ensuite mesurer la cavité résiduelle de l'oreille, c'est-à-dire le volume dans lequel va être diffusé le son des appareils auditifs lorsqu'ils seront réglés. Pour cela, l'audioprothésiste insère dans l'oreille une pâte en silicone, ici bleue. En quelques minutes, cette mousse épouse chaque variation interne de l'oreille. L'important dans la prise d'empreinte, c'est d'aller contrôler l'étanchéité de l'embout et de la prothèse auditive afin de bien maîtriser l'acoustique globale. Puisque si on envoie le même nombre de décibels dans un conduit qui est ouvert ou dans un conduit qui est totalement étanche, la résultante au niveau du tympan n'est pas du tout la même. Une fois ces données récoltées, un prothésiste se charge de confectionner l'appareil auditif, selon les instructions de l'audioprothésiste. Là débute une nouvelle phase de la prise en charge. Oui, là j'entends.
On va avoir besoin de mettre en place l'amplification de manière extrêmement progressive pour réveiller doucement le cortex auditif, réveiller doucement l'oreille et la réhabituer à entendre certaines fréquences peut-être oubliées depuis des années. Dans les premiers jours, si l'adaptation est un petit peu trop ambitieuse et trop rapide, il peut y avoir un effet de rejet parce que le cerveau n'est plus du tout habitué à recevoir tant d'informations, tant de richesses auditives. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner à la fois techniquement dans l'amplification progressive et aussi dans l'accompagnement et de la pédagogie pour expliquer aux gens ce qu'ils vont ressentir en rentrant chez eux, en sortant du laboratoire, en écoutant leur propre voix, en ouvrant le papier journal, en écoutant le papier froissé ou le robinet qui coule. Tout ça va être nouveau pour eux. Ils vont avoir accès à un nouveau spectre auditif, des sons beaucoup plus fins et beaucoup plus riches. Et parfois, c'est difficile au démarrage. Une situation plus délicate lorsqu'il s'agit d'un enfant. Évidemment, le conduit auditif d'un enfant et surtout d'un bébé est absolument microscopique. Et donc, la pression acoustique que l'on délivre avec une prothèse auditive n'a pas du tout les mêmes conséquences. C'est-à-dire que la moindre petite erreur de quelques décibels sur certaines fréquences chez un enfant a beaucoup plus de conséquences que chez un adulte. Et en plus de ça, l'adulte, lui, va nous signaler si ça résonne ou si ça lui crée du désagrément, ce que ne fait malheureusement pas un enfant. Et donc on doit être absolument intraitable sur la précision des réglages en pédiatrie. L'audioprothésiste mesure, accompagne et parfois effectue quelques travaux de dépannage, afin de permettre à ses patients de mener une vie la plus normale possible. Alors quels sont justement les délais d'obtention du premier rendez-vous ? Chez un ERL ou chez l'audioprothésiste? Non, après chez vous, je sais que vous avez... Vous faut déjà prévoir ça l'année prochaine, mais... Honnêtement, sur Paris, je pense qu'un audioprothésiste, on devrait pouvoir réussir à le voir dans la semaine. Dans la semaine, c'est-à-dire qu'on prend la décision, on y va très vite. Voilà, mais on n'est pas dans l'urgence. Oui, c'est vrai. Et la séquence, elle dure de combien de temps entre un premier rendez-vous chez l'ORL et le fait de pouvoir être équipé et réentendre, si j'ose dire? On peut faire ça. En fait, l'audioprothésiste d'abord va recevoir son patient et va lui proposer une gamme d'appareils et va le faire réaliser, parce qu'il y a une partie de l'appareillage qui se fait sur mesure. Si on a besoin d'un embout dans l'oreille, etc. Sinon, on peut faire ça très rapidement. Hein. Ça peut être fait en 2-3 jours. Le médecin a un mot à dire sur le matériel, parce que ça n'a pas l'air d'être un long fleuve tranquille, la mise des audioprothèses. Alors oui et non, parce qu'il y a par exemple de nouveau, dans certaines pathologies, le conduit auditif a besoin de rester un petit peu aéré pour éviter que ça sointe, pour éviter... Voilà, donc dans ce cas-là, on a notre mot à dire. Personnellement, moi je considère qu'il faut aussi laisser le choix de l'audioprothésiste et puis le patient aussi peut-être son mot à dire sur le type d'appareil, quelque chose complètement dans le conduit, quelque chose qu'on met au-dessus de l'oreille. Un patient appareillé, vous le revoyez tous les combien? Une fois par an. Une fois par an, ça suffit. Alors après, c'est quand même variable, c'est fonction des patients. Il y a des patients qui malheureusement font beaucoup de cire-humaine, on est parfois obligé de les revoir un peu plus souvent. Et qu'est-ce que doit dire un médecin généraliste à son patient pour qu'il mette vraiment bien sa prothèse, que l'observance soit correcte, puisqu'on connaît aussi le nombre de patients qui mettent l'audioprothèse un peu dans le tiroir? Les gens qui ne mettent la prothèse auditive que parce qu'ils ont une réunion de famille ou un repas au restaurant, c'est comme une dame qui ne mettrait les talons aiguilles que le jour où elle veut les danser. Si elle ne s'habitue pas à porter ses talons aiguilles avant, elle va se casser la figure. L'audioprothèse, c'est la même chose. Et il y a de nombreux types de prothèses auditives. Alors, le choix, est-ce que visible, pas visible? Bon, ça, je crois que tout le monde en... Je crois que c'est un ancien débat. Je me souviens une fois d'être venu, je crois que c'était ici, avec un appareillage auditif branché sur l'oreille, et je vous l'ai fait découvrir au bout de 20 minutes. Vrai, il a oublié de me dire, et à un moment, il me dit, mais visible? Non, non, regardez, est-ce que j'en ai un? Effectivement, je n'avais pas vu que vous aviez. Bon, voilà, donc maintenant, on a des tout petits appareils qui sont derrière l'oreille, il y a un fil, mais vraiment ridicule, qui descend dans l'oreille. Non, le problème n'est plus là. Plus c'est petit, plus c'est cher? Plus c'est petit, plus c'est cher, et plus c'est fragile, souvent. Ah oui. Mais après, la technologie, elle change tous les combien dans les audioprothèses? C'est comme les ordinateurs, je pense que vous pouvez changer d'audioprothèse tous les 3 mois. Ah oui, mais enfin bon, là vous êtes un peu cynique quand vous dites ça. Les gens qui vous regardent, ils vous disent oui, mais alors moi je fais quoi? On dit même qu'on peut commander par Bluetooth via son smartphone. Donc, Oui, alors ça c'est du gadget, mais c'est comme les voitures. On dira, allez, globalement, un appareillage auditif, ça peut durer 5 ans à peu près. On voit aussi des appareils auditifs qui sont combinés à des lunettes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des choses qui sont... Ça commence à disparaître. Hein. Ça, c'était un petit peu autrefois. Oui, c'est pas dû à l'avenir. C'est plus vraiment, non, ça, c'est plus vraiment d'actualité.
D'accord. Et y a-t-il une efficacité semblable de tous ces appareils? Les générations nouvelles sont-elles vraiment meilleures que les anciennes? C'est évident qu'on fait des progrès. Alors on fait des progrès surtout dans la mise en forme du signal. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes pour débruiter, des systèmes pour couper le vent, des systèmes pour supprimer les bruits impulsionnels, des systèmes qui vont privilégier le son qui vient devant par rapport au son qui vient derrière. Voilà, ça c'est par exemple l'intérêt d'avoir 2 appareils et pas un seul appareil, ça on l'a pas dit. Oui, à 2 appareils. Vous avez bien une paire de lunettes. Oui. Autrefois, on mettait un monocle, Oui. pas uniquement parce que c'était chic, parce que Les 2 appareils. ça J'ai une coûtait paire cher. de lunettes, c'est-à-dire que j'ai 2 verres. Ah oui, j'ai 2 verres. Et là, Voilà. vous voulez Si les 2 oreilles ont baissé, c'est logique. qu'elles soient différentes, d'accord? Mais vous mettez pas une oreille équipée pour le vent et une autre équipée. Ah non, après, c'est le réglage C'est du toujours protège, oui, la même absolument. chose. On va terminer par ce chapitre par les coûts. Hein. Vous répondez quoi quand je vous dis il y avait des lunettes sécu? Est-ce qu'il y a des audioprothèses sécu? Alors, la situation est vraiment en train de changer. La législation est en train de changer. C'est-à-dire que le reste à charge diminue énormément, mais on va rester dans le système. Il y aura un système haut de gamme et un système bas de gamme. Hein, c'est évident. L'argent est un facteur important de qualité. L'argent est un facteur retenu par le patient pour éventuellement résister à l'appareillage. Je pense que c'est parfois quand même souvent un faux prétexte. Car si on réfléchit un petit peu, une prothèse auditive, c'est moins d'€1 par jour et par oreille. Ouais, Parfois, on dépense bien plus d'argent pour d'autres choses. c'est-à-dire 365 € par oreille et par an. Et ça fait... Sur 5 ans, ça vous donne le prix d'un appareil. Ça peut, ah oui, on peut le... Ah oui, non, il faut multiplier par 5 ans si on le garde 5 ans. Absolument. Non, mais vous ne pouvez pas nous dire simplement le prix d'un appareil plutôt que de nous... Le prix d'un appareil, Non, c'est... vous avez fait du marketing, là. Absolument, mais c'est juste pour vous dire que 1 700 €, c'est à peu près ce que coûte un appareil. Maintenant, c'est... Par oreille. Par oreille. Mais il faut savoir que les audioprothésistes, une profession quelque part aussi commerciale, et qu'il y a des audioprothésistes plus chers que d'autres. Et il n'y a pas le prototype de la prothèse comme il n'y a pas le prototype de la voiture. Il y a des voitures plus ou moins chères, il y a des appareillages plus ou moins chers. Oui, parce que 1 700 € par appareil, c'est beaucoup plus cher qu'un téléphone portable. C'est des technologies qui sont à peu près Oui, mais je équivalentes. pense que le téléphone portable, vous le changez parfois souvent. Et les derniers appareils haut de gamme, smartphones qui valent dans les 1 000 €, vous le changez au bout de 2 ans. Ouais, Donc et là- finalement, ça vous coûte plus cher. Et les prothèses, c'est 5 ans la durée moyenne de vie? À peu près, Ouais. oui, durée de vie d'une prothèse. Ouais. oui. Et alors le remboursement? Alors le remboursement est vraiment en train de changer. Hein. C'est-à-dire que le reste à charge va descendre de l'ordre de quelques centaines d'euros. Mais il y a des mutuelles qui prennent en charge? Oui, mais voilà, en fait, la sécurité sociale, la loi est en train de passer là actuellement. Quand on parle de reste à charge, une fois que la mutuelle a remboursé, c'est bien évident que la sécurité sociale va faire payer les mutuelles beaucoup plus que payer elle-même. Oui, donc combien on met en moyenne de sa poche? C'est de l'ordre de quelques centaines d'euros. Quelques centaines d'euros. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on n'a rien de plus à demander sur les audioprothèses. Hein. Ouais, on va passer à la voix. On va passer à la voix. C'est votre dada, donc, hein, vous nous avez dit la voix. Oui, ça c'est une belle voie que de s'occuper de la voix. Alors, devant tous ces médecins qui nous regardent, qu'est-ce que vous auriez à dire pour qu'ils puissent appréhender correctement les problèmes de voix, qui n'est vraiment pas quelque chose qu'on voit très régulièrement dans les cabinets, auxquels on sait répondre? Pensez que la voix, c'est vraiment ce qui sert à communiquer entre êtres humains. Et dès qu'on dit bonjour à quelqu'un, s'il vous répond à la question « Comment vas-tu ?» « Oh oui, ça va bien », c'est évident qu'on a tout de suite... Il y a des choses qui sont passées. Et ça, c'est la voix. Donc la voix, ça passe du message, ça passe la parole, donc ça passe aussi des émotions. Donc c'est évident que la voix, c'est quelque chose de fondamental. C'est quand même, vous décrivez quelque chose qui devrait être de l'ordre du psy, hein, de dire je vais voir un psy qui va me dire ce qu'il faut que je travaille sur ma voix, parce que... Il y a l'outil, il y a ce qu'on véhicule à travers l'outil, donc c'est ça qui est plaisant dans la voix. Ouais. C'est-à-dire qu'on va depuis la corde vocale sur une base très anatomique à des choses qui sont des considérations très psychologiques. Quelqu'un qui est très timide, quelqu'un qui est un peu rentré comme ça, la voix sortira pas bien. Alors je vais vous avouer une chose, Nicolas, la première fois que j'ai fait une émission sur la voix, je n'avais pas dû écouter pendant la fac de médecine, parce que moi je parlais toujours des cordes vocales, donc je m'étais dit après tout, ça doit ressembler à des cordes, c'est un merveilleux violon que nous a fourni la nature. Finalement, ça n'a rien à voir avec des cordes, on devrait plutôt parler de lèvres, oui, de moi je crois qu'on peut vraiment dire des lèvres vocales. De trompettes plutôt que de violon en fait. Oui, alors... Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à des lèvres. Si je veux faire du bruit avec mes lèvres, qu'est-ce que je fais ? Je fais ça, ou bien je siffle. Là, je fais du bruit. Et en fait, finalement, l'instrument le plus proche, c'est la personne qui siffle. Et selon la vitesse à laquelle on va faire vibrer ses lèvres vocales,
on va faire un son grave ou un son aigu. Et on va faire exactement du point de vue anatomique. C'est compliqué l'anatomie du larynx. Hein. C'est comme C'est incroyablement précis parce que parler, c'est justement faire des sons différents, assembler des sons différents. Ah bah alors il y a deux choses. Il y a d'abord fabriquer le son. Le son, il est fabriqué par les lèvres vocales quand elles vibrent. Oui, on leur demande de fabriquer avec alors ça donne du son. Et après, une fois que c'est sorti du larynx, ça va être mis en forme par la langue, les lèvres, et ça va nous donner l'articulation. Alors, on résume, la voix se forme grâce à la participation de 3 organes, les poumons, le larynx et le pharynx. C'est-à-dire que l'atteinte de chacun de ces organes peut donner des symptômes sur la voix. Et ce qui est fascinant dans ces choses-là, d'ailleurs, c'est que chacun de ces 3 organes, ça sert à quelque chose d'autre, beaucoup plus important. Les poumons, ça sert à oxygéner. Les cordes vocales, leur rôle, c'est surtout de se fermer pour empêcher les aliments d'aller dans le mauvais trou. Ouais. Et puis la langue, ça sert à avaler, les lèvres à embrasser, si vous voulez. Mais en fait, ça sert à d'autres choses. Et comment explique-t-on les différences de voix entre hommes et femmes? Et y a-t-il des pathologies très différentes ou absolument pas? Vous allez parler de la taille des organes, non? Eh bien, c'est vrai. Ouais. Les cordes vocales chez l'homme, globalement, sont beaucoup plus longues. Et ce qui fait qu'elles vont vibrer selon un mécanisme un peu différent. Nous, on va parler de mécanisme 1 ou de mécanisme 2, peu importe. On va dire la voix de poitrine et la voix de tête. Voilà. Et alors, dans la voix de tête, c'est-à-dire en gros celle qu'utilisent quand même souvent les femmes et les enfants, la biomécanique au niveau des cordes vocales est telle que les lésions sont plus faciles à s'installer. Donc c'est vrai qu'une clientèle d'ORL ou de phoniatre, qui est l'ORL spécialisé dans la voix, c'est essentiellement composé de femmes, d'enfants, et de contre-ténors chez les chanteurs. Oui, donc les femmes ont plus de problèmes de voix que... Alors on les voit plus à cause de ça, et puis peut-être aussi parce qu'elles s'occupent un peu plus de leur santé. On parle un peu de sémiologie et troubles de la voix, on parle donc principalement, on appelle ça les dysphonies. Alors la dysphonie, c'est un trouble de la voix. Oui. Absolument. La dysarthrie, c'est un trouble de l'articulation. Ça va être le bègue, par exemple. Oui, le bègue, c'est vraiment mais une le trouble de la voix, ça peut être quoi, alors, quelques exemples? Ça peut être quelqu'un qui parle comme ça, c'est-à-dire qui n'utilise pas bien sa voix et qui force. Ça peut être quelqu'un qui a une lésion sur la corde vocale, ça peut être quelqu'un qui est inhibé et qui n'ose pas parler, ça peut être des tas de choses. Oui, mais vous décrivez des voix différentes. À quel moment c'est pathologique? C'est quand on se ressent... Moi je dirais c'est pathologique quand on ne se sent pas bien. Quand on ne se sent pas bien, quand ça ne vous plaît pas. Et donc c'est au médecin généraliste là pour le coup de dépister ces premiers troubles de la voix. Oui, mais comme d'habitude, c'est le médecin généraliste qui fait tout. Oui, il fait tout, mais le problème, on lui demande de faire beaucoup de choses. On lui demande de faire beaucoup de choses. Alors, si, il y a une chose à laquelle il doit peut-être faire attention, c'est quelqu'un qui a la voix qui change au-delà de 3 semaines, ça me semble logique d'aller voir un ORL. Non, mais ça c'est parce que je pense vraiment à ces pathologies relativement graves quand même, qu'on appelle le cancer du larynx, ou des laryngites chroniques liées au tabac, quasiment 100%. C'est la voix qui est la première alerte? Souvent, oui. Quand ça touche vraiment la corde vocale, c'est la première alerte. Il ne faut pas grand-chose. Une corde vocale, c'est à la fois solide, mais en même temps, la moindre petite lésion va donner un petit trouble sur la voix. Un petit graillon, voilà, comme celui que je peux avoir là sur les cordes vocales en ce moment, ça va gêner pour la voix. Et y a-t-il des professions qui sont sujettes à des troubles de cette nature? Les enseignants. Les enseignants, oui. Les enseignants, moi je les appelle les Monsieur Jourdain de la voix. C'est-à-dire que ce sont des professionnels qui ne le savent pas. Mais vous, tout à l'heure, vous faisiez cette petite voix de parler comme ça. Ouais. C'est délicat pour un médecin généraliste de dire à quelqu'un, vous ne trouvez pas que votre voix est bizarre? Ah ben, si la personne est contente d'être un peu inhibée, de ne pas sortir de voix, il faut pas aller la violer. C'est toujours le problème de... C'est toute la difficulté du médecin généraliste. Hein. Ouais. Et comment fait-on pour examiner correctement la voix de ces patients? C'est quoi l'examen clinique? Globalement, je veux dire, on va être logique, il va y avoir 3 étapes. On va vaguement jeter un coup d'œil aux poumons. Enfin, on ne va pas aller écouter les poumons, on ne va pas aller mesurer des débits d'air. Mais c'est évident que quelqu'un qui a un asthme très grave, qui a une insuffisance respiratoire, ça donnera un problème de voix. Alors nous, on va peut-être se focaliser un petit peu sur la vision des cordes vocales et regarder les cordes vocales. Alors pour ça, on utilise un certain nombre d'outils plus ou moins perfectionnés. Alors, comme on a fait il y a un instant pour l'audioprothésiste, on va aller voir comment travaille une orthophoniste. Reportage. Respirer, un exercice pas aussi évident qu'il n'y paraît. Le ventre sort et vous soufflez. Le ventre rentre de nouveau. Impeccable. On le fait encore une fois et vous allez souffler par la bouche. Impeccable. Pour aider ses patients à rééduquer leur voix, l'orthophoniste Emily Ernst commence souvent par faire œuvre de pédagogie sur cet instrument si familier et pourtant si mal connu.
Les cordes vocales, c'est 2 petits muscles qui sont horizontaux. On pense souvent que c'est des cordes comme des cordes d'une guitare, pas du tout. C'est 2 plis vocaux qui sont au-dessus de la trachée et qui sont donc dans le plan horizontal. Là, on n'a pas vraiment de sensation sur ce qui se passe à cet endroit-là. Donc nous, on va travailler sur tout ce qui se passe en dessous au niveau de la posture et de la respiration, et surtout ce qui se passe au-dessus au niveau des articulateurs, de la parole, de la qualité d'articulation, pour que la voix se mette bien en place. Une mauvaise utilisation de la voix, souvent assez audible. Ça peut être d'eux-mêmes parce qu'ils ressentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que leur voix manque d'efficacité, donc souvent en milieu bruyant, lorsqu'ils doivent aller au restaurant, on ne les comprend pas. Ça peut être aussi parce qu'ils ont du mal à ce que leur voix porte et qu'ils en ont besoin au quotidien. Ça peut être des gens qui ont mal, ça peut être des gens qui n'arrivent plus à chanter comme ils chantaient. Et ils se rendent compte que la voix s'éteint, notamment dans la réalisation de certains aigus. Donc ça, c'est des signes d'appel qui peuvent faire venir chez l'orthophoniste. Chanteurs ou comédiens sont bien évidemment les plus susceptibles de développer ce genre de pathologie, tout comme d'autres professionnels de la voix qui cela s'ignorent. Les enseignants, évidemment, ça c'est la catégorie numéro 1, puisqu'ils sont quand même 6 heures par jour en face d'élèves. On a aussi les mères de famille qui ont des enfants et qui doivent beaucoup parler fort pour obtenir un peu d'autorité. Ou alors également des gens qui sont des commerciaux ou des chefs d'entreprise, qui animent beaucoup de réunions et qui peuvent aussi fatiguer leur voix. Le parcours recommandé est de passer par un ORL qui vérifie la physionomie de l'appareil vocal avant d'orienter au besoin vers un orthophoniste. On va regarder la voix, on va aussi regarder tout ce qui va autour, la posture de la personne, sa respiration, puisque pour parler, en fait, on parle sur l'air qui s'échappe des poumons. Au niveau des paramètres de la voix, on va noter l'intensité à laquelle la personne est capable de parler, parce qu'on peut avoir des gens qui sont bloqués dans une voix qui est trop faible ou dans une voix qui est trop forte, donc il faut que l'intensité soit bonne. Il faut que la fréquence soit bonne, quelqu'un qui parle avec une voix trop grave ou quelqu'un qui parle avec une voix trop aiguë toute la journée, ça va évidemment poser problème. Donc on regarde ça et on regarde aussi dans la voix normale quels sont les paramètres de variation de cette fréquence et de cette intensité. Parce qu'on doit tous être capables de moduler, mais pas trop non plus. On a des logiciels qui nous permettent d'enregistrer la voix et de ressortir ces paramètres-là. Une fois les dysfonctionnements repérés, l'orthophoniste propose alors une série d'exercices. Voilà, à vous toute seule. Avec l'ordonnance médicale, 30 séances en moyenne sont alors prises en charge par la sécurité sociale. Les exercices se mettent en place chez l'orthophoniste, mais se font toute la semaine à la maison par le patient, pour certains plusieurs fois par jour, parce que tout ça c'est du musculaire. Donc si au niveau musculaire on veut que les choses aient un intérêt et que ça ait un résultat, il faut s'entraîner très régulièrement. En plus des dérèglements fonctionnels, l'orthophoniste peut également aider à réhabiliter la voix après une opération chirurgicale ou un cancer de la gorge. On peut aussi avoir des gens qui viennent pour une rééducation vocale suite à une chirurgie parce qu'ils ont eu un cancer de la voix ou une tumeur que le médecin a dû enlever, parfois en étant obligé d'enlever un petit peu sur la corde vocale. Donc ça peut faire des voix qui sont abîmées, voire dans certains cas en retirant une corde vocale. Donc là on rentre carrément dans des pathologies qui sont plus lourdes, mais là aussi l'orthophoniste a toute sa place. L'arrêt des exercices se fait souvent sur un commun accord. Bon, on voit que c'est un examen qui est complet, enfin, c'est un travail très particulier. L'orthophoniste, c'est une aide extraordinaire. Parce que si on n'est pas très bien spécialisé dans la voix, elle va vous apporter des tas de choses sur l'examen du comportement vocal d'un sujet, par exemple. Ouais. Voilà. Elle va peut-être avoir un peu plus de temps que le médecin qui est débordé. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est une aide fondamentale parce que c'est en gros le kinésithérapeute de la voix, l'orthophoniste, la voix parfaite. Il ne faut donc pas hésiter à prendre l'avis d'une orthophoniste, mais est-ce qu'on est obligé de passer par la case Ormezzano ou on peut se dire après tout... Logiquement, le bilan de l'orthophoniste est fait sur la demande d'un médecin. Oui, mais d'un médecin qui peut être pas forcément un ORL. Il y a 2 étapes. Bien sûr, le médecin généraliste peut envoyer, mais l'orthophoniste, ne regardant pas les cordes vocales, elle va quand même demander l'avis à l'ORL. Ah oui. Donc ça me semble logique, si on s'occupe de voix, quand même, de passer par l'ORL. C'est la difficulté de notre spécialité, finalement, parce qu'on s'intéresse à tous les trous du visage, sauf les yeux, mais il faut aller voir à l'intérieur. Donc aller voir à l'intérieur, il faut des outils. D'accord. Et le délai d'obtention d'un rendez-vous chez un orthophoniste ou un orthophoniste, c'est long ou pas? C'est Hélas. Même à Paris, où on est quand même très privilégié, les orthophonistes sont souvent
là je vais passer mon petit coup de gueule, sont souvent embolisés par la prise en charge des soi-disant dyslexiques que sont les enfants parce que l'éducation nationale n'est pas capable de leur apprendre à lire et à écrire. Ouh là là, c'est sévère ce que vous dites. Ah, c'est très sévère, Ouais. bien sûr. Alors qu'il y a assez d'orthophonistes dans ce pays, mais ils sont mal consultés. Bah, c'est un peu le problème. Dès qu'un enfant a une petite difficulté à lire ou à écrire, allez hop, on l'envoie chez l'orthophoniste. Ouais, est-ce qu'on en manque d'orthophonistes? On devrait en avoir beaucoup plus, bien sûr. Beaucoup plus, oui. Et le coût, quand on va chez un orthophoniste? Ça coûte pas assez cher pour ce qu'elles souvent elles apportent aux patients. Ouais, attendez, alors là vous Ça en veut dire- sortez. Bon, ouais. je m'en sors très bien, mais enfin, Par quand une on paye petite une phrase, orthophoniste qui va travailler pendant une demi-heure et qui va toucher quelques dizaines d'euros Ouais. pour rendre à quelqu'un la voix et la joie de vivre, Ah non, mais ça me semble pas très cher payé. mais ça veut dire que la consultation n'est pas payée très cher, c'est ça que je Absolument. veux dire. Et la prise en charge? C'est prise en charge, comme tous les... elles n'ont pas de dépassement d'honoraires, et c'est une prise en charge par la sécurité sociale, comme Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas comme de un acte dépassement médical. d'horaire, ouais, Voilà. d'accord. Et alors pour nos confrères, pour généralistes, tous ces petits troubles de la voix, l'enrouement, le changement de ton, tous ces petits symptômes de la voix, qu'est-ce qu'on peut leur dire à nos médecins? Quels sont les petits trucs et astuces que les médecins généralistes peuvent donner à leurs patients sans forcément passer par la case ORL si les troubles ne durent pas très longtemps? Bah, si les troubles ne durent pas très longtemps, il n'y a pas de 36 moyens. Il faut en gros humidifier quand c'est un peu trop sec. Donc voilà, des boissons boire. chaudes? De boissons chaudes. En gros, ce qui est important, c'est qu'il y a de la vapeur d'eau qui arrive dans le coin. D'accord. Voilà. Mais le miel, quand on dit vous prenez Bon, du par miel. définition, le miel, il passe pas dans le bon trou, mais c'est évident que... bah oui, quand on l'avale. Mais c'est évident qu'on travaille aussi avec toutes les muqueuses du pharynx, donc le miel, il va jouer sur le pharynx. On disait tout à l'heure qu'il y a 3 organes qui jouent, bah là, on joue sur la partie pharyngée. Est-ce que ça s'échauffe la voix quand on a des petits troubles? Mais la voix, c'est une émanation de l'organisme, c'est comme faire du sport. Donc si on Donc va ça faire un s'échauffe. cours, bah, ça s'échauffe. Ça s'échauffe comment? Bah, Avec des vous petits allez- exercices. Non mais vous allez encore me jouer le chanteur et faire des trucs, mais Monsieur Tout le Monde, il échauffe sa voix comment? Eh ben, il échauffe sa voix en faisant des sons bouche fermée, des choses comme ça, des... enfin, Vous voilà. me voyez de faire ça avant de faire une émission? Moi, vous me le Oui, conseillez? enfin, là, on n'a pas l'enjeu de parole n'est pas le même qu'un professeur qui doit se battre contre 45 gamins qui ne l'écoutent pas. Ah oui, mais se battre pour le docteur Romezano, c'est pas toujours facile. Non, mais vous conseillez à tout le monde d'échauffer sa voix, en particulier ou uniquement aux professionnels, dont font partie les enseignants. D'ailleurs. Voilà, je pense que les professionnels, mais celui qui passe, qui ne fait que gratter du papier au fond de son bureau, il n'a pas besoin de se chauffer la voix tous les matins. En revanche, ce qui est très important, on a parlé tout à l'heure de presbyacousie, mais la presbyphonie, ça existe. On considère qu'il est... Mais oui, mais... Ça m'intéresse. Bien sûr, on considère qu'il est normal, on accepte de courir un peu moins vite qu'à l'âge de 20 ans, on accepte de voir moins bien, peut-être un peu moins bien, d'entendre moins bien, puis alors la voix, il faudrait que ce soit merveilleux, que ce soit naturel. Non, mais justement, parce que... Mais non, la presbyphonie, ça existe. On peut dire, nous sommes des professionnels de la voix, puisque Bien on sûr. travaille, et là je fais de la télé, je fais encore, vous pouvez lire sur mes lèvres, mais quand je fais de la radio, je suis un professionnel de la voix. L'autre jour, quelqu'un m'a fait une réflexion en disant, ta voix a l'air d'être un peu changée. Alors ça m'a inquiété, parce que je me suis dit, si je commence à paumer ma voix, ça va pas être bien. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir? Mais on peut déjà se tenir, surtout d'ailleurs de ne pas se taire, continuer à parler. Ça, c'est important. Ça vous inquiétez pas, de ce Voilà. côté-là, je pense que ça... Et puis faire un peu plus attention à tout. C'est-à-dire que si on se tient un peu mal et qu'on commence à se voûter comme ça, c'est évident que la voix sera moins bien. Si on ne se redresse pas et qu'on s'affaisse et qu'on tend le cou en avant, qu'on parle comme ça, vous voyez ce que donne la voix. Voilà, faire attention à ce genre de petites choses. Oui, il n'y a pas d'exercice précis à faire. Pas particulièrement, non. Et de la petite recette qui consiste à mettre les foulards autour du cou. Moi, je Inutile. raconterai toujours cette histoire de Régine Crespin, qui était une très grande soprano française, qui un jour m'a dit, en sortant et en s'enveloppant dans un manteau de vison, « Ah, je sais que ça ne sert à rien, parce que de toute façon, l'air passe par là, mais c'est quand même beaucoup plus joli. » Donc, voilà. Donc oui, on n'a pas de précaution à prendre l'hiver particulière. Bon, pas plus que c'est... il viendrait à l'idée à personne de se balader tout nu en maillot de bain Ouais. par moins 15. D'accord, mais pas mettre justement des masques pour respirer de façon l'air froid. Non, mais Super protégé n'est pas forcément la meilleure des choses. les médecins sont évidemment inondés de gens qui leur demandent des avis sur les pastilles que l'on trouve en pharmacie, d'ailleurs qui sont de plus en plus sophistiquées. Vous en pensez quoi? Ça enrichit beaucoup le pharmacien. Non, mais il n'y a pas de... Ben, ça fait partie de ces petits moyens comme le miel, où il y a des pastilles avec de l'acide hyaluronique, Ouais. parce qu'évidemment, bon, c'est émollient, comme on disait autrefois, c'est très bien, ça permet en fait au pharynx de ne pas être trop sec, mais globalement, non.
Les modules et les polypes, alors là, vous les traitez comment? Vous, chirurgicalement? Alors, il y a deux choses. Tiens, le nodule et le polype, c'est intéressant parce que du point de vue anatomopathologique, c'est pas la même chose. Le nodule est une lésion de la muqueuse, le polype est une lésion de la sous-muqueuse. Un nodule, c'est la muqueuse qui, en gros, s'épaissit après un contact chronique, enfin un forçage vocal. Ça, la rééducation peut aider. Si, malgré la rééducation, au bout de quelques mois, on ne s'en sort pas, on va aller opérer. Le polype, il faudra de toute façon l'opérer. Ce qui ne veut pas dire que si on a forcé pour l'installer, il ne faut pas faire un petit peu de rééducation avant. Mais en tout cas, on opère. Donc on n'attend pas 15 ans d'orthophonie. Et quelle est la place des corticoïdes dans la séquence? C'est un super médicament, la cortisone, mais c'est un médicament qui va être utile pour juguler un problème aigu de façon ponctuelle. C'est pas une bonne solution de se prendre un corticoïde dès qu'on a 3 pets de travers pour la voix. Parce que si on force sur la voix avec la cortisone, on s'en aperçoit pas. Et là, on fait des lésions. Justement, lorsque j'étais dans les grandes radios, j'étais toujours sollicité par tous les présentateurs qui, un jour ou l'autre, avaient un problème de voix juste avant d'aller à l'antenne. Et en fin de compte, les corticoïdes, là, à dose massive, rapide, ça marchait tout de suite. Mais certains oreilles me disaient, t'es fou, parce que après, on va payer les conséquences. En fin de compte, une seule injection. Une injection, ou bien, maintenant, les comprimés oraux marchent très bien, avec une très bonne biodisponibilité. Si on veut sauver un concert d'un soir, si on veut sauver une émission, il n'y a pas 36 solutions. Mais il faut se reposer après? Ça semble logique. Moi, souvent, je conseille à mes patients chanteurs, par exemple, à qui je donne de la cortisone, 3 jours de cortisone, 3 jours on ne chante pas. Oui, ça arrive souvent que les professionnels, parce que vous voyez des grands professionnels, vous. Ça semble logique qu'un cycliste fasse plus d'entorses ou son chant tombe de son vélo plus souvent que celui qui ne monte jamais sur le vélo. Donc le chanteur ou le professionnel de la voix va venir me voir plus souvent que celui qui n'utilise pas sa voix. Oui. Il vient me voir plus souvent. Et... Alors aussi pour être rassuré, et ça fait partie de notre boulot, de ne pas uniquement soigner, mais de dire non, c'est pas si grave que ça, il n'y a pas grand-chose, il ne faut pas être inquiet. Parce qu'il y a toute une part psychologique et c'est ça qui est intéressant dans la voix. Quand on agresse quelqu'un, il en reste sans voix, ça lui coupe le sifflet, il ne digère pas, il l'avale de travers. Donc dès qu'on est un peu angoissé, aller par les dents du petit, ça se passe moins bien. Enfin, quand on est un grand chanteur, on peut avoir trop fait travailler ses cordes vocales. Ça arrive. Normalement, le grand chanteur, non. Alors, parfois, il peut les surmener, pas les malmener. Mais souvent, il les surmène, oui. Voilà, la Calas disait qu'elle avait... Le problème est peut-être un petit peu différent, un peu plus complexe. Et puis, c'est toujours facile, comme Mozart, de quoi est mort Mozart et de quoi est mort Beethoven, de constituer les choses après coup. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'elle a dû manger un certain nombre d'hormones thyroïdiennes pour maigrir, et ça n'a pas été génial pour la voix. Et la psy, elle est importante Vous envoyez parfois des gens qui ont des problèmes de voix chez le psychiatre? Bien sûr, bien sûr. Mais toute pathologie qui retentit sur la communication humaine va forcément retentir sur le psychisme. Donc il y a même aussi... Quelqu'un qui est déprimé n'a pas une bonne voix. C'est vrai. Et sur les troubles inflammatoires, laryngite, pharyngite, angine et autres, la place des antibiotiques, c'est quoi, vu l'ORL et ceux qu'on est en matière de voix, quasi nulle. On ne peut pas dire ce que je n'ai pas dit, ça existe, la laryngite bactérienne, mais alors à ce moment-là, la voix, elle est franchement dégueulasse. Mais l'immense majorité des cas, ce sont des pathologies virales. Donc le problème, c'est de réussir à attendre les fameuses 5-6 jours que ça rentre dans l'ordre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On craque et on prend un antibiotique, et l'antibiotique est merveilleux. Ce n'est pas l'antibiotique qui a fait l'effet. Quand il y a de la chirurgie à faire, c'est des oreilles comme vous qui la font? Vous faites de la chirurgie? Alors la microchirurgie laryngée que je pratique est une spécialité de l'ORL, mais la plupart des ORL sont capables de le faire. Et après une chirurgie ou une paralysie des cordes vocales, c'est indispensable de passer par une grande phase de rééducation? Alors, la phase de rééducation, elle a éventuellement commencé un petit peu avant. Ça semble logique, quand on se fait opérer du genou, on va faire un peu de kiné avant, et puis après... c'est l'orthophoniste qui le fait, c'est l'orthophoniste qui fait ça. Voilà. À quel moment vous distribuez le boulot entre orthophoniste et phoniatre? Le phoniatre, c'est un médecin, donc le médecin fait le diagnostic. Autrefois, les phoniatres avaient un peu plus de temps, faisaient de la rééducation. Moi, je me garde juste les mufossés. Mais les mufossés, c'est des hommes qui ont gardé cette voix-là à l'âge adulte. Voilà, c'est pas, ils ont oublié de passer en voie de poitrine. Et alors, vous faites quoi? C'est très gratifiant. Alors. Vous arrivez à les faire passer en voie de poitrine? Absolument, oui. Effectivement, c'est c'est un côté un peu gourou, parce qu'on fait ça, c'est assez rapide à faire. La voie de fossé. Pourquoi on appelle ça la voie de fossé? Parce qu'elle est fausse, parce qu'elle ne sonne pas bien. Bon, écoutez, c'est des rééducations qui sont longues ou pas, en règle générale?
Une rééducation bien conduite, en quelques mois, les choses doivent rentrer dans l'ordre. Je veux dire, une rééducation qui se poursuit au-delà de allez, 6 mois, 1 an, il y a quand même quelque chose à faire. Il faut peut-être revérifier qu'il n'y ait pas une lésion sur les cordes vocales, et puis peut-être que l'orthophoniste n'est pas adapté. Hein, Alors bien évidemment, on n'a pas parlé de la rééducation des AVC, qui doit être une grosse partie du boulot des orthophonistes. Absolument. Et qui vous échappe, vous. Oui, parce que c'est un problème neurologique. Ouais. Et les orthophonistes, justement, ont cet aspect pluridisciplinaire, à la fois très ORL, avec l'audition, avec la voix, mais aussi dans l'articulation, et puis après la parole. Donc même parfois les psychiatres peuvent envoyer à l'orthophoniste. Et puis les neurologues, bien sûr. Ouais. Bon, écoutez, cette émission est terminée. Yves, vous avez encore toujours donné, comme d'habitude, à nos confrères de la voix. Une vision de la voix. On vous retrouve par contre la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Jeudis des professions de santé, et vous serez en compagnie d'une orthophoniste et d'un audioprothésiste pour comprendre comment s'organisent les relations entre vous et découvrir les joies mais aussi les problèmes de ces métiers pas forcément très bien connus. Ce sera en effet un des thèmes forts de ces JPS. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la formation pour vos commentaires et suggestions et vos questions, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions, en faire profiter des collègues ou des amis, il suffit d'aller sur la chaîne Fréquence Médicale. Toutes nos émissions, pas que celles des JDF, sont là. Alors on se retrouve très vite avec vous, Yves, qui avait certainement encore beaucoup de choses à dire aux autres professions de santé, et bien évidemment avec vous, Nicolas. Avec plaisir, Jean-François. Merci à vous, Yves. Et j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Merci à vous. C'était très intéressant. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et en attendant de vous retrouver, portez-vous bien.